Bonjour à toutes et tous, je suis Julien Combo et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre série Morning Béton. Je suis accompagné autour de la table par les journalistes d'AC Presse, Béton le magazine, Muriel Carbonnet, bonjour. Bonjour Julien. Colin Rousselet, bonjour. Bonjour Julien. Et Yann Butillon, bonjour. Bonjour Julien. Au sommaire de cet épisode, 70 États ont signé la déclaration de Chaillot portant sur la décarbonation de la construction. Que dit ce texte? Dans quel contexte a-t-il été signé? On vous expliquera tout dans Actualité à la loupe. Béton du futur. Yann, vous allez nous parler d'économie de matières premières, de matériaux biosourcés et de leurs avantages dans le béton. Et pour finir, un peu de légèreté, avec le béton c'est tout un art. Muriel Carbonnet nous emmènera sur la ligne 15 du Grand Paris Express à la gare Villejuif-Louis-Aragon. L'occasion d'écouter Philippe Gazeau, architecte, et Constance Guisset, designer, nous parler de leur œuvre commune, un nouveau tandem s'offre à vous. Morning Béton, c'est parti! La première édition du Forum mondial bâtiment et climat a débouché sur un texte inédit. On en parle en studio avec Colin Rousselet. Colin, peut-on parler d'une avancée historique ? Eh bien Julien, seul l'avenir nous dira si le 8 mars dernier peut être retenu comme une date historique. Alors petite remise en contexte, à l'issue de la COP28 à Dubaï, la France et le programme des Nations Unies se rejoignent pour organiser le Forum mondial bâtiment et climat. Cet événement naît de l'initiative Building Breakthroughs, soutenue par 28 gouvernements et l'Union européenne. Elle ambitionne tout simplement la construction de bâtiments à émissions quasi nulles d'ici 2030. Ce forum s'est donc tenu le 7 et 8 mars dernier. Il a rassemblé 70 délégations, des ministres, des dirigeants d'organisations, des hommes d'affaires. Au total, près de 800 personnes ont pu assister aux différentes conférences et tables rondes sur l'impact environnemental de la construction de bâtiments. Et Colin, avec un point culminant, la signature de la déclaration de Chaillot. Tout à fait Julien. La déclaration de Chaillot, c'est un texte censé guider les États signataires dans leur transition écologique. Le texte a été adopté par les 70 délégations et il comprend plusieurs articles. Tout d'abord, les signataires s'engagent à mettre en œuvre des feuilles de route et des cadres réglementaires stricts pour tendre vers la neutralité carbone. Le texte invite à mettre en œuvre des cadres financiers pour rendre plus accessibles les constructions vertueuses. Les États engagés doivent promouvoir l'adoption de labels, promouvoir les matériaux bas carbone et la recherche de solutions innovantes. Ils doivent également s'inscrire comme exemple en adoptant des politiques ambitieuses en matière de marché public. Enfin, les signataires doivent prendre un rôle de formateur sur le sujet en allant à la rencontre d'acteurs locaux. Ils doivent coordonner la mise en œuvre en créant une gouvernance participative à plusieurs niveaux, le tout en développant des outils permettant de collecter efficacement les données sur le sujet. Alors, oui, il y a beaucoup d'informations et je tiens à vous dire que c'est qu'un résumé des mesures, c'est beaucoup plus détaillé dans le texte, mais c'est le tout premier texte international sur la transition écologique du secteur du bâtiment et de la construction. C'est un véritable pas en avant vers la mise en œuvre opérationnelle des accords de Paris, surtout que globalement, les normes sont plutôt nationales. Comme au niveau français par exemple, avec la RE 2020. Exactement Julien. En France, la règle pour la construction de bâtiments, c'est la réglementation environnementale 2020, dite la RE 2020. Elle a pour objectif notamment de diminuer de 30% les émissions de la construction d'ici 2031. Je dis bien notamment car cette réglementation comprend des cadres sur l'isolation thermique, le bruit et le confort d'été dans les constructions. Pour la première fois, elle prend en compte les cycles de vie d'un matériau dans le calcul de son impact carbone, de sa fabrication jusqu'à son recyclage ou sa destruction, en passant par son transport, sa mise en œuvre et sa vie. Par exemple, le béton émet l'immense majorité de ses émissions lors de sa fabrication. Le bois, lui, en émet régulièrement tout au long de son cycle de vie. Ainsi, le point carbone d'une construction individuelle neuve devra être de 415 kg de CO2 par mètre carré en 2031 contre 640 kg aujourd'hui. Pour le collectif, le bilan devra passer de 740 kg de CO2 à 490 kg de CO2 par mètre carré en 2031. Les acteurs de la filière progresseront par paliers. D'abord, une réduction des émissions de 20% en 2025, puis 25% en 2028. La construction a en tout cas pris la mesure du challenge environnemental et de l'urgence de la crise et déploie de plus en plus de solutions innovantes pour diminuer son impact carbone. Vous pouvez d'ailleurs retrouver un dossier sur la RE 2020 et sa mise en œuvre dans Béton le magazine numéro 110. Eh bien merci Colin pour cet éclairage. Morning Béton, ça continue avec Béton du futur.
Yann, vous allez nous parler d'économie de matières premières, de matériaux biosourcés et de leurs avantages dans le béton. Et oui Julien, comme à peu près tous les secteurs de l'économie, le BTP s'est lancé dans une course à la réduction de son empreinte carbone et de sa consommation de matières naturelles. Pour ce qui est de ce second point, les industriels du béton ont développé, développent et vont continuer la recherche, entre autres sur l'utilisation de granulats biosourcés dans leur formulation. Un sujet sur lequel je me suis entretenu avec Ali Maoulida, conseiller auprès des formulateurs pour développer des bétons plus éco-responsables au sein de sa structure Béton Malin. Pour lui, aucun doute sur l'intérêt de l'intégration de ces granulats d'un nouveau genre dans les formulations du béton. Pouvoir faire des bétons qui ont un impact moins brut sur l'environnement par rapport aux émissions de CO2 déjà. Et après, comme je vous ai dit, par rapport à l'extraction de certaines matières premières qui sont tendues. D'autant que les matériaux biosourcés apportent au béton leur propre qualité intrinsèque, notamment en termes de gestion de l'humidité et d'isolation acoustique ou phonique. La diminution d'utilisation d'énergie, donc le fait de ne pas utiliser de climatisation, d'avoir des bétons qui sont capables de redistribuer la chaleur ou de la garder ou de la ressortir en fonction de ce qu'on lui demande. Et c'est vrai que tous les matériaux biosourcés et géosourcés ont cet avantage-là par rapport au béton traditionnel. Et ça peut aider par rapport, comme je vous dis, par rapport au coût. Mais tout n'est pas rose au pays des granulats verts. Pendant longtemps, le développement de béton formulé sur la base de granulats biosourcés se limitait à la sphère de l'isolation, tel le béton de chambre, seul exemple disposant de règles professionnelles pour la mise en œuvre manuelle et par projection. Par ailleurs, les bétons biosourcés ne sont pas considérés comme structurels, ce qui en limite leur utilisation. Mais ceci est en train d'évoluer. Par exemple, Vicat et Veil Matériaux ont développé le monobloc en béton de chanvre Bio6 qui dispose d'Anatex. De son côté, Heidelberg Materials et Alkern se sont associés à l'INRA pour produire un bloc de béton intégrant du miscanthus au sein d'une première usine en construction dans le nord de la France. Enfin, avec Razori, le CERIB propose l'Agrobloc, sa propre version du bloc en béton de chanvre. Pour le moment, ces nouveaux granulats sont surtout utilisés en préfabrication, où l'environnement industriel garantit une certaine homogénéité de ces bétons particuliers, ainsi qu'une meilleure maîtrise des coûts. Un point important, puisque dans l'ensemble, les bétons biosourcés sont plus chers à produire. La faute au même ennemi que pour nos régimes, le sucre. Et le sucre, parce que le sucre, naturellement, c'est un retardateur de prise. Donc ça ne permet pas de faire des bétons à décoffrage rapide, parce que la construction, c'est toujours le même credo, c'est de perdre le minimum de temps possible, donc on essaie toujours de décoffrer le plus tôt possible. Une autre difficulté est d'identifier les ressources potentielles sans perdre de vue que le circuit d'approvisionnement doit être court et que la production de matériaux biosourcés ne doit pas empiéter sur une production alimentaire humaine ou animale. En général, cette ressource constitue un complément d'activité pour l'agriculteur. L'utilisation d'intrants, autrement dit des engrais chimiques, doit aussi être limitée, voire proscrite. C'est vrai que c'est d'avoir les ressources disponibles localement. Après ça, c'est pas évident de faire cette investigation-là. Récemment, je sais qu'il y a une société qui s'appelle Géomatériaux qui aide les acteurs du BTP à trouver des matériaux biosourcés et géosourcés disponibles localement. Et c'est ce genre d'acteurs-là qu'il va falloir multiplier dans le secteur de la construction pour pouvoir après être crédible dans l'utilisation de ce type de matériaux-là. Yann, vous nous parlez de granulats biosourcés, mais hormis le chanvre, le miscanthus, quels sont les autres matériaux utilisables ? Excellente question Julien, et je vous confirme que ces matériaux sont nombreux. Les plus connus sont la fibre de bois et la paille, en plus du chanvre. Je l'ai dit aussi, le miscanthus est de plus en plus utilisé. Le liège peut aussi être associé à des chapes pour réduire leur poids. Mais des ressources comme le lin, le colza ou les balles ou causes de riz, largement produits par l'agriculture française, font aussi l'objet de projets plus ou moins avancés dans le domaine des bétons. Récemment, le biochar et les coquilles de fruits de mer, comme les moules ou les huîtres, ont aussi fait l'objet de formulations de béton. Mais la recherche va plus loin. Je viens de parler des coquilles de fruits de mer qui sont considérées comme des déchets. Et c'est bien vers les déchets de tout ordre que se tournent les scientifiques. Ainsi, la start-up française Néolith transforme déjà des déchets non recyclables en granulats grâce à la fossilisation accélérée. C'est plus facile à faire qu'à dire. Ces granulats sont utilisés dans des bétons non structurels. Mais sommes-nous là encore dans le domaine des matériaux biosourcés ? Eh bien, la frontière est floue, mais le potentiel est immense. Je peux aussi citer 2 exemples pour le confirmer.
Ceux qui, comme moi, boivent beaucoup trop de café connaissent la quantité de marc produit pour un simple expresso. L'Institut Royal de Melbourne, en Australie, y a vu un potentiel et a réussi à formuler un béton intégrant ce marc de café. Résultat, un béton plus résistant de près de 30% par rapport à une formulation plus classique. Et rien qu'en Australie, ce sont près de 75 000 tonnes de marc qui sont produits chaque année. Mais c'est sans commune mesure avec les couches pour bébés. 300 000 seraient jetés chaque minute dans le monde. L'université de Kitakyushu, au Japon, vous me pardonnerez la prononciation, a lavé puis fragmenté ces couches usagées pour produire un granulat pour béton permettant une économie allant jusqu'à 40% de sable. Et puisque les bébés ne devraient pas s'arrêter demain d'utiliser les couches, et nous l'espérons tous, les plantes vont continuer à pousser dans les champs, le béton a tout intérêt de les intégrer dans sa composition pour poursuivre son chemin vers un impact environnemental réduit. Je vous remercie Yann d'apporter la science, l'innovation et le futur dans Morning Béton. La loi zéro artificialisation nette ou la loi ZAN, oui j'ai du mal à le dire, donc j'ai du mal à le comprendre, mais heureusement Pierre Lacoin du cabinet 1792 avocat est là pour nous éclairer. C'est l'heure de la chronique juridique. Je suis ravi de vous retrouver dans cette minute juridique sur la loi zéro artificialisation nette et sur la réindustrialisation des sols français. Donc, le 20 juillet 2023 a été publiée la loi zéro artificialisation nette. Cette loi vise à instaurer un équilibre entre le développement urbain, c'est-à-dire l'urbanisation des sols, et la préservation de nos ressources naturelles et notamment de nos espaces naturels. Son objectif principal est d'atteindre d'ici 2050 un état d'équilibre entre l'artificialisation des sols d'une part et leur renaturation de l'autre. Pour ceci, cette loi, zéro artificialisation nette, repose sur deux dispositions principales. Vous avez tout d'abord un principe de non-régression. Ce principe de non-régression signifie que est interdite toute artificialisation supplémentaire des sols. Alors, est interdite toute artificialisation supplémentaire, ça ne veut pas dire que il est plus possible de construire ou d'obtenir de nouvelles zones industrielles. Ça veut dire que si on crée des nouvelles zones, de nouveaux espaces verts devront être créés à proportion égale. Deuxième mesure phare de cette loi, les mesures de compensation. La loi prévoit 4 mesures de compensation principales et ce sont ces mesures de compensation qui permettent de maintenir l'équilibre visé tout en parfois artificialisant des nouveaux sols. Première mesure de compensation prévue, la renaturation et la restauration des écosystèmes. Donc la restauration d'un écosystème, c'est le rendre à la nature et effacer la trace du passage de l'homme. La renaturation, quant à elle, ce sera réintroduire des espèces végétales indigènes dans un espace déjà vert. Deuxième mesure de compensation, la création ou l'extension d'espaces naturels protégés. Nous parlons ici de parcs, de réserves, de zones de protection spéciale, qui permettront d'offrir un refuge à la faune et à la flore locale. Troisième mesure de compensation, l'aménagement de parcs urbains ou de jardins publics. Donc là, il s'agit réellement de l'introduction d'espaces verts, d'espaces naturels au sein des communautés urbaines et des villes. Ces espaces auront vocation à améliorer en plus la qualité de l'air, à réguler les températures et à prévenir les risques d'inondation. Enfin, quatrième mesure de compensation prévue, ce sont ce qu'on appelle les projets de compensation écologique directement, et qui sont la restauration de zones humides, la création de prairies naturelles, donc la réhabilitation de cours d'eau. Donc on est dans la compensation pure et dure sur de nouvelles surfaces. En dehors de ces deux grandes mesures, vous avez des petites mesures d'application, donc simplement la planification territoriale de la loi. Le législateur a recours aux collectivités territoriales, donc on est à un niveau quelque peu décentralisé, pour vérifier notamment que les documents de planification urbaine et les fameux plans locaux d'urbanisme, les PLU, prennent bien en compte l'application de cette loi pour la création de nouvelles zones vertes. Et enfin, la loi prévoit de nombreuses mesures incitatives, donc ce sont des aides financières,
Vous avez des aides financières directes pour la prise en charge d'une partie des travaux ou des matériaux. Vous avez des prêts à taux préférentiels, vous avez des crédits d'impôt. Bref, le législateur tente d'associer la société à tous ces niveaux à ce projet. Donc à tous ces niveaux, ce sera à la fois le détenteur d'une petite parcelle de terrain, le promoteur immobilier qui souhaite faire réaliser des travaux importants, la mairie ou la collectivité territoriale qui cherche à développer sa zone industrielle ou à la décaler, et puis l'État central. C'est là-dessus que l'État a eu, à mon sens, une politique assez intelligente, dans le sens où la seule façon pour que de telles mesures fonctionnent, c'est l'implication des acteurs de la société à tout niveau. Et avec à la fois l'application de la loi obligatoire, la partie qui est déférée aux communes et aux collectivités, vérifier que dans les projets quotidiens, la loi soit bien respectée, et enfin les mesures incitatives qui sont à l'égard des entreprises, des associations, des individus, permettent vraiment une coopération de tous les acteurs de la société civile et, je l'espère, l'atteinte d'un principe d'équilibre recherché. Merci Pierre Lacouin pour cet éclairage et Morning Béton, ça continue. C'est le moment que vous attendiez tous, le béton c'est tout un art avec Muriel Carbonnet. Muriel, vous avez continué votre tour des gares du Grand Paris Express et cette fois-ci, vous nous emmenez dans le sud de Paris à la gare de Villejuif Louis Aragon. Exactement, Julien. Faites preuve d'imagination et projetez-vous à l'horizon 2026-2028. Pour l'instant, à Villejuif, vous n'avez que la ligne 7 et on sait ce que cela veut dire, une vraie galère pour les usagers. Mais bientôt, les futures lignes du Grand Paris Express commenceront à entrer en service. Chaque matin, des millions de Parisiens et de Franciliens emprunteront les 68 nouvelles gares égrenées le long de 200 km de métro automatique. Et dans la ville de Villejuif, ce sera la ligne 15. Et quitte à faire des gares, autant faire de belles gares, n'est-ce pas Muriel ? Et oui, Julien, afin de les inscrire dans les cœurs et les esprits des passagers, quoi de mieux que de les jalonner d'œuvres d'art ? En effet, dès le début des années 2010, la Société du Grand Paris lance un programme hors du commun pour doter des dizaines de gares d'œuvres marquantes. Des tandems composés d'artistes et d'architectes collaborent pour donner naissance à des créations, autant de portes ouvertes sur l'imaginaire, la poésie et la réflexion. Quel tandem allez-vous nous faire découvrir aujourd'hui Muriel ? Aujourd'hui, c'est au tour de la designeuse Constance Guisset et de l'architecte Philippe Gazot. Ils ont œuvré ensemble à la réalisation et à l'embellissement de la gare de Villejuif Louis Aragon. Ils conjuguent ainsi leur vision sur cette gare vitrée ouverte aux 4 vents, au plafond de laquelle un grand fil est tendu et où oscillent lentement des pales au gré des courants d'air. L'architecte nous parle de cette gare, grande halle, où le monde souterrain et l'espace visible en hauteur se confondent, de véritables systèmes de reflets de la lumière. La gare de Villejuif, elle a ce site particulier, c'est qu'elle est, déjà à cheval un peu entre la chaussée qui l'aborde sur son long pan, et donc on a un parvis très très étroit. On a très peu de dégagement finalement quand on sort, on est tout de suite collé à l'avenue, d'où cette contrainte finalement a fait émerger une idée qui était d'en profiter, cette exiguïté un peu, un peu peut-être de la renforcer et de faire en sorte que la rue, l'espace public, tout autour de l'émergence de la gare, bascule un peu à l'intérieur de la gare et donc d'arriver à créer cet échange. Et comment l'œuvre s'inscrit-elle dans cette gare ? Eh bien dans cette gare, l'œuvre de Constance Guisset propose de rendre visibles les mouvements d'air et en symétrie ceux des passagers. Une chaîne se déploie de part et d'autre des axes de circulation. Elle accompagne le passager dans son parcours et l'invite à se perdre dans un instant de contemplation amplifié par les reflets d'un plafond miroir. La chaîne est sertie de pales organiques qui bougent doucement au gré des flux d'air, formant une œuvre vivante qui se dessine en mouvement. Une approche humble de la designeuse qui s'est approprié l'espace. La première chose que j'ai faite, c'est évidemment de regarder la gare.
de regarder les plans et de faire une petite maquette pour comprendre les plans. Parce que donc, moi je suis pas architecte, donc je comprends les plans, mais je comprends encore mieux quand il y a un volume. Donc j'ai eu besoin tout de suite de m'approprier l'espace comme je fais très souvent, c'est-à-dire avec du carton, du papier. Et après ça, j'ai commencé à dessiner dans l'espace vraiment quelque chose qui pouvait accompagner, qui ne venait pas se mettre à un endroit perdu, ni venir entraver le passage des passants. Mais surtout, qui accompagne l'architecture et le flux des visiteurs, puisque c'est le but de l'opération Tandem de mêler architecture et art. Pour faciliter les choses, Constance Guizet travaille beaucoup les mobiles. Mais je voulais pas que ce soit quelque chose de mortifère, je voulais pas que ce soit quelque chose qui soit là et qui, par exemple, prenne tout le passage des oiseaux qui seraient dans la gare, mais quelque chose qui accompagne le visiteur et qui rend peut-être visible des flux invisibles, et notamment les flux d'air, parce que j'ai compris assez vite que la gare était ouverte. Donc il y aura toujours de l'air, et donc on ne sait pas encore s'il y en aura beaucoup ou pas, mais il est possible que ces pales tournent et accompagnent le visiteur. Pour qu'un tandem fonctionne, il faut de l'entente, Muriel. Comment s'est passé le travail entre Philippe Gazot et Constance Guizet ? C'est très simple, Julien. Philippe Gazot s'intéresse déjà aux œuvres des designers en général qui ont une vision juste de ces projets. Ainsi, l'architecte était curieux de voir résonner le travail de Constance dans l'architecture de sa gare. Il existe une véritable tension entre les deux entrées et il fallait que l'œuvre de Constance les relie. C'est chose faite, selon lui. Ça paraît assez simple, mais bon, c'était pas forcément évident parce que on avait eu 2 artistes avant, hein, avec qui ça n'a pas trop, enfin bon, ça n'a pas trop marché. Et là, t'as tout de suite trouvé le truc qui me paraissait assez évident. Et c'était sans compter sur l'exigence de la designeuse de se conformer à l'échelle du bâtiment, de comprendre le bâtiment, de relier le flux, un exercice de pure forme selon elle. La première chose que j'ai faite, c'est faire un petit collier de perles pour voir quelle était vraiment la chute d'un fil. Pour voir, en fait, parce qu'un fil, c'est trop... À l'échelle, ça marche pas. Donc il faut mettre du poids, en fait, pour voir quelle forme prendrait vraiment un fil tendu d'un bout à l'autre, pour voir s'il pouvait passer du haut du bâtiment à travers les butons jusqu'en bas pour accompagner et repartir de l'autre côté, comme une espèce de plongée et hop, je ressors par l'autre côté. Un tandem inspirant avec une vision partagée de ce qu'est le lien entre l'architecture et l'art. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'interview croisée entre Philippe Gazot et Constance Guizet sur toutes nos plateformes dans l'émission Tandem. Merci Muriel pour ce voyage visuel et artistique. Est-ce que vous avez déjà en tête la prochaine destination ? Allez, aujourd'hui je vais être sympa, Julien. Je vous en donne un peu plus. Ce sera également une gare sur la ligne 15. Merci Muriel. Morning Béton, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode. Je remercie mes fidèles chroniqueurs autour de la table, Yann Butillon, Muriel Carbonnet, Colin Rousselet et Pierre Lacombe, une équipe d'AC Presse. Retrouvez l'épisode précédent sur toutes nos plateformes, Deezer, Spotify, Apple Podcast. Vous pouvez aussi y redécouvrir toutes nos autres émissions. Et n'oubliez pas de commenter, noter et partager. Et on compte sur vous pour nous suivre sur acpresse.fr et dans les numéros de Béton le magazine. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Morning Béton.